Aujourd'hui, on va parler squat. À la base, c'était une vidéo où je vous présentais mes 5 exercices préférés pour l'Aerox. Je me suis rendu compte qu'il y a des exercices qui méritent une vidéo à part entière parce qu'ils sont à la fois complexes à pratiquer et que j'aime bien rentrer dans les détails sur le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, on va parler squat. On va voir son intérêt en Aerox, comment le programmer intelligemment, les points clés techniques pour avoir un bon squat et aussi voir comment on peut l'implémenter de manière pertinente dans certains circuits. Pour commencer, on va faire une distinction entre plusieurs squats. Le squat, concrètement, c'est ce mouvement-là. Énormément de variantes existent en passant par du Zercher squat, du pistol squat, du goblet squat. Enfin bon, on va pas tous les citer. Il y en a une ribambelle. Parmi les squats les plus connus, on a le front squat qui en gros est un squat avec une barre devant nous. Et on a le back squat qui est l'inverse avec une barre derrière nous. Dans le back squat, il y a encore des sous-catégories de back squat avec le high bar, le low bar. On pourrait rentrer encore plus dans les détails avec le French low bar et le mid bar, mais on n'a pas le temps pour ça ici. Vous l'aurez compris, la différence entre un high bar et un low bar, c'est juste la position de la barre. En low bar, elle repose sur les deltoïdes postérieurs et en high bar, elle est sur vos trapèzes supérieurs. Le low bar est utilisé beaucoup dans les sports de force type powerlifting, streetlifting. Il est très spécifique à sa pratique qui permet pour la majorité des gens d'avoir des leviers un petit peu plus avantageux et donc de pousser plus lourd. Là où le high bar, lui, est beaucoup plus utilisé en haltérophilie et en PPG, préparation physique généralisée. Et la PPG, c'est ce qui nous intéressera ici. Pourquoi un squat high bar c'est plus intéressant en PPG comparé à un squat low bar? Ça impliquera un buste qui est déjà beaucoup plus vertical, ce qui est plus fréquent dans la plupart des sports. Il y aura un accent sur les quadriceps et votre gainage qui sera beaucoup plus important, tout en vous demandant beaucoup plus de mobilité au niveau de vos hanches, chevilles et ouverture thoracique. Petite digression, mais l'ouverture thoracique c'est ultra important, même en Aerox et pas que d'ailleurs. Et c'est trop souvent un point négligé chez beaucoup de personnes. Donc voilà, je vous ai résumé toutes les différences entre le low bar, le high bar, pourquoi c'est mieux en PPG et donc en Aerox de pratiquer du high bar. Et maintenant on peut voir l'intérêt du squat en Aerox. Le squat aura tout plein d'intérêts. Le plus pertinent, ça restera celui dans le développement de votre force qui passera par le développement de votre système nerveux. La force, c'est une qualité physique. C'est la qualité physique mère. Si la force augmente, tout le reste augmente. Si quelqu'un a un RM, une rep maximale à 120 kg et que quelqu'un a une rep max à 100 kg, on peut penser qu'il est plus fort de seulement 20 kg, mais c'est pas comme ça que ça marche. Pour vous expliquer tout ça, j'ai besoin d'un tableau. Hop, 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 hop. Tac, je pense qu'on devrait être pas trop mal là. Si on prend la table de Berger qui en gros estime combien de répétitions on peut faire à un certain pourcentage par rapport à son ARM, on voit que pour 83%, bon c'est très mal écrit mais vous m'excuserez. Pour 83%, on peut faire environ 7 répétitions. Donc si on fait 83% de 120, ça nous donne 100 kg. Vous avez compris, c'est pour faire le rapport avec au deuxième exemple qui est à 100 kg. C'est une rep max. Donc le mec devra attendre 5 minutes voire plus pour en refaire une et c'est même pas sûr qu'il la passe. Ce mec là, il peut en enchaîner 7. Quand on a un RM à 20 kg de plus, on n'est pas juste 20 kg plus fort, on est 7 fois plus fort. Bien sûr, la table de Berger, elle est approximative, ça dépendra de chacun, il y aura beaucoup de facteurs aussi mentaux par rapport aux barres lourdes, etc. Bref, c'est pas le sujet. Techniquement, on a augmenté notre endurance comme on peut en faire 7 si on a un RM à 120, comparé à un mec qui en peut faire qu'une seule s'il a un RM à 100 kg. Bien sûr, tout ça, c'est sur le papier, c'est un peu théorique. Si on prend l'endurance en tant que telle, qui est un principe un peu flou, il y aura pas mal de facteurs de congestion mentale, etc. qui rentrent en jeu, mais vous comprenez le principe. Et à partir d'un autre principe, ce mec, pour faire une rep max à 100 kg, aura un BPM qui va beaucoup plus augmenter que ce mec-là. On a pris que 20 kg d'écart, ce qui n'est pas énorme, parce que les mecs de l'Aerox, justement, ne sont pas principalement fort. Je pense que dans les pros, il y a des écarts de force qui sont beaucoup plus grands que 20 kg. Vous doutez bien que ce mec-là, à 120, pourra bouger un sled beaucoup plus vite et il va pas juste le bouger plus vite. Votre force et votre système cardiovasculaire respiratoire, ils sont étroitement liés. Si vous êtes à 100% pour faire 10 mètres de sled, à la fin des 10 mètres, vous serez KO, que ce soit en termes de cardio ou en termes de force. Alors qu'un mec qui le bougerait comme si le sled était vide, le mec sorti de ses 10 mètres sera frais, il pourra repartir, il sera pas complètement mort. Alors que ce mec-là, eh ben, il prendra peut-être 30, 45, une minute pour repartir. Bien sûr, j'extrapole, une personne prend une minute entière pour récupérer d'un sled push, mais on a compris le parallèle. Quand vous êtes fort, votre système cardiovasculaire respiratoire, il n'a pas besoin d'être sollicité, ou en tout cas beaucoup moins que quand on n'est pas fort. Et c'est pour ça qu'en course à pied, développer sa vitesse au bout d'un moment, même pour de l'endurance, c'est intéressant. La vitesse en course à pied, c'est l'équivalent de la force en aérox ou en musculation. Vous avez beau avoir la meilleure endurance possible, si vous n'avez pas un facteur force qui est élevé, vous plafonnerez. J'ai pas de chiffon, vous m'excuserez. Bon voilà, imaginons que ça, c'est votre force. Vous pourrez pas, dans toutes vos qualités physiques, dépasser ce plafond. Quand votre force ne suffit pas à pousser un sled, on va rester sur l'exemple du sled, votre système cardiovasculaire respiratoire, il va devoir aller s'emballer pour fournir les efforts que votre force n'est pas capable de fournir. Donc c'est là qu'on trouve des mecs qui sont pas entraînés et qui n'ont pas de force, mourir complètement sur le sled push, là où un mec fort, il pourrait faire 10 mètres en 15 secondes, être frais, respirer juste un bon coup histoire de pas congestionner des jambes et repartir direct. Donc dans beaucoup de cas, votre force faudra l'augmenter pour pouvoir augmenter le reste. Ça, je vous vends la force un peu comme un truc magique qui va vous faire quadrupler vos capacités physiques. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça. En Aerox, le problème, c'est que la force, c'est quand même pas la capacité physique dominante, mais vous avez quand même beaucoup de stations où développer votre force, ce sera intéressant, même pour des wall balls. Un mec qui squatte 200 kg, il aura une technique au squat qui est
parfaite. Donc forcément sur ces wall balls, ces squats seront parfaits, efficients comme pas possible. Il y aura très peu de perte d'énergie sur ces squats, là où beaucoup de gens, surtout en aerox, ont des squats dégueulasses. Je pense que c'est le sport où j'ai vu les pires squats au monde. Tout ça pour dire qu'il y a tout plein de processus nerveux qui se mettent en place qui font qu'en fait votre technique sera beaucoup plus efficiente sur votre squat en développant votre force. Donc voilà, j'ai fini avec le tableau. Si on vulgarise le développement de votre force, ça augmente toutes vos qualités physiques, sauf qu'en vrai, ça marche pas forcément comme ça. C'est pas juste en augmentant votre force que vous augmentez votre endurance. L'analogie que je vous ai montrée, qui du coup n'est plus là, où vos qualités physiques ne peuvent pas dépasser celles de votre force, retenez-la bien. Pareil, hein, ça c'est un théorème que j'ai sorti de mon cul, mais qui je pense montre très bien l'importance de la force. Ça marche pas forcément comme ça, hein, mais en tout cas le principe est là. Il n'y a pas vraiment un palier qui fait que vos qualités physiques sont bloquées parce que votre force n'a pas dépassé un certain palier. C'est juste pour vous faire comprendre à quel point la force c'est important, sans vous faire croire que c'est la qualité physique magique qui va vous faire tomber sous les 1 heure à l'aerox, bien que ce soit la qualité physique mère de toutes les qualités physiques. Allez, on va ranger ça. J'espère que c'était clair. Bon, cette partie un peu compliquée mais nécessaire et assez intéressante je trouve est terminée. Vous comprendrez que sur toutes vos stations, développer votre force, ce sera important. Toujours à nuancer, hein. Rappelez-vous que c'est quand même 60% de course à pied. Là où c'est très intéressant, c'est que certes, c'est 60% de course à pied, mais si vous développez votre force, vous sortez plus rapidement de vos stations, mais surtout moins congestionné, une fatigue nerveuse, une fatigue générale qui est beaucoup moins importante que si vous étiez faible, entre guillemets, ou en tout cas, vous aviez moins de force. C'est surtout ça, en vrai, le point le plus important quand je vous parle de force en aerox. C'est pas pour juste être fort, c'est juste pour en fait ne pas subir les stations et pouvoir être en pleine forme, entre guillemets, sur vos runs. Bref, on ajoutera que le squat, au-delà de développer votre système nerveux, il vous développe votre masse musculaire qui est cool pour la course, ça vous permet de mieux absorber les impacts. C'est un bon moyen de faire de la prévention de blessures pour la course à pied. Vous aurez une technique irréprochable, vous serez efficient, très peu de perte d'énergie, etc. Pour les wall balls, c'est très intéressant. Vous pourrez avoir une technique où vous utilisez beaucoup plus de vos jambes, où vous mettez beaucoup plus de puissance dans vos jambes, ce qui va vous permettre du coup de tenir un peu plus longtemps au niveau de vos épaules parce qu'elles brûleront un peu moins vite. Ce sera moins un facteur limitant via la puissance que vous pourrez dégager avec vos jambes. Donc voilà pour les intérêts du squat. La force, c'est magique. Vous aurez quand même besoin d'un travail spécifique à l'aerox pour développer vos capacités physiques spécifiques à l'aerox. Bon, maintenant, comment programmer vos squats? Ce genre de mouvement, ce que j'aime bien appeler les exos rois, donc c'est tout ce qui est squat, soulevé de terre, développé couché, développé militaire, etc. C'est des exos qui sont faisables toute l'année. Le moment le plus intéressant pour les programmer, ce sera dans votre off-season, comme on appelle ça chez les athlètes pro. Ce moment de l'année où vous savez que vous n'avez pas de compétition pendant un long moment et vous pouvez commencer à travailler sur des trucs un peu moins spécifiques à l'aerox, mais qui vous seront tout aussi utiles. C'est le moment de travailler vos points faibles, d'améliorer vos points forts et pourquoi pas de vous créer des points forts. C'est ce que pas mal de gens font en aerox en ce moment, de ce que j'ai l'impression de voir sur les réseaux. Là, on va vraiment avoir des mois et des mois pour développer des qualités physiques, développer une technique et développer notre force. Au niveau des formats, c'est un peu compliqué. Il y en a des milliers. Il y a des formats un peu génériques type 4x4, 5x5. Les formats devront être adaptés en fonction de vos besoins. Et là, en termes de programmation, où ça devient vraiment compliqué, c'est qu'en fonction de vos besoins, vous aurez peut-être pas besoin de squat, mais de squat tempo, de squat posé, de pin squat. C'est les variantes les plus connues et chacune répondent à un besoin spécifique par rapport à vos faiblesses. Néanmoins, pour un débutant, ce sera toujours mieux, à mes yeux, de faire un squat assez classique en volume avec pas mal de séries et pas mal de répétitions pour commencer à voir la technique, pas mettre forcément très lourd, comprendre vos points faibles pour ensuite les corriger et surtout pour éviter de se blesser parce que c'est un mouvement qui est un peu compliqué en vrai, surtout parce que beaucoup de gens l'enseignent mal et même sur internet il y a des vidéos qui n'ont aucun sens de comment faire le squat. Il y a des gens qui vous disent par exemple de faire des squats sur les talons, ce qui n'a aucun sens, mais de toute façon je vais vous apprendre comment faire un bon squat. Pour les niveaux intermédiaires comme moi, là ça devient intéressant d'avoir des variantes qui bossent nos points faibles. Je vais vous prendre mon exemple, comme ça vous pouvez comprendre un petit peu comment réfléchir à vos besoins et imaginer vos programmes pour répondre à ces derniers. J'avais un problème de gainage énorme, j'ai fait du streetlifting pendant quasiment 2 ans, j'ai mis une ceinture de force peut-être 5-6 mois après avoir commencé à en faire. Je savais pas du tout comment avoir un bon gainage dans mon tronc. Tout mon gainage reposait sur ma ceinture, ce qui a fait que j'ai eu des lombaires un petit peu fragilisés. On ajoute à ça la course à pied qui m'a usé mes psoas qui, petits cours d'anatomie, s'attachent sur les lombaires, m'ont encore plus engendré des douleurs aux lombaires. J'ai dû faire une sorte de grosse réhab sur mes lombaires. Une fois cette réhab faite, j'ai dû réapprendre à squatter avec un bon gainage. J'ai décidé de faire du front squat tout simplement parce que ça demande une contrainte sur votre gainage qui est inhumaine. J'ai envie de dire, c'est vraiment atroce. J'ai pas de mots pour définir comment le front squat, c'est une horreur en termes de gainage. Ceux qui l'ont pratiqué ou le pratiquent, vous savez de quoi je parle. Et en plus de ça, je me suis dit que ce serait marrant de le faire en tempo et avec de la pause. Tout ça, ça demande un putain de gainage sur votre tronc et en ouverture thoracique. Donc j'ai fait ça pendant 1 mois et demi en augmentant petit à petit les charges, en le faisant au début en volume sur 5 reps, puis je suis passé à 3. Au bout d'un moment, le volume c'est plus intéressant, faut mettre de l'intensité pour ensuite passer à un front squat posé, donc sans le tempo mais avec plus de charge. Le tempo ça vous pompe pas mal d'énergie, le fait de l'enlever, on peut charger un peu plus lourd et pour ensuite finir sur 1 ou 2 semaines, pas plus, sur vraiment un 1 RM posé. Le but là c'est vraiment de faire pas mal de séries, je crois que j'ai fait 5 séries avec une charge assez lourde, je crois que j'étais à 120 kg, même que la dernière semaine c'était pas très
très propre parce que j'avais mis un poil trop lourd, mais bref. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais le front squat, je l'ai pris aussi parce qu'on a moins de contraintes au niveau des lombaires étant donné qu'on a vraiment un buste qui est très droit. Quand je tourne ça, on est le 30 juillet. J'ai repris le back squat depuis 3 semaines. Je le fais en posé, toujours pour avoir une contrainte de gainage parce que je sais que c'est toujours ça qui me bloque sur le squat. Et pareil, j'augmente progressivement sur des séries assez intenses, sur 3 reps. Après ce bloc là de back squat posé, je ferai du back squat sans tempo, sans pause, du back squat normal pour exprimer tout ce travail que j'ai fait depuis, du coup ça fera 4-5 mois sur des charges très lourdes. Quand ça allait chercher du 3 reps, j'ai peur qu'un 1 RM soit trop intense, un corps pour mes lombaires qui je pense ne sont pas totalement rétablis à mes yeux. Je resterai sur du 3 reps, comme ça on aura une intensité qui sera un peu moins élevée, on sera toujours sur de la force quasi maximale. Mais voilà en gros un peu la réflexion qu'il y a derrière tout ça. Voilà, c'est un peu long, mais au moins vous avez une idée de comment j'ai pu programmer mes squats, comment réfléchir par rapport à vos besoins. Pour les niveaux avancés, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de dire quelque chose. Si vous êtes avancé, c'est soit que vous êtes coaché, donc c'est pas votre boulot, soit que vous savez très bien ce que vous faites. Ça fait beaucoup de blabla et on va en avoir encore pas mal. Je vais vous expliquer les points clés les plus importants à mes yeux pour avoir un bon squat. Je pense avoir assez poncé mon sujet et expérimenté. Je sais que beaucoup de choses se contredisent sur internet. Je pense vous enseigner quelque chose qui se rapproche beaucoup de la vérité parce que oui, il y a une vérité. En fait, c'est de la biomécanique. Je veux bien entendre que la morphologie de certains font que certains points techniques doivent être changés, mais ça peut pas être du tout au tout. Il y a forcément des points clés qu'on peut pas bouger. Quand j'entends des gens qui me disent qu'il faut squatter sur les talons et avoir un pied qui ne fait rien, en fait, concrètement, si vous squattez sur les talons, vous avez aucun tonus musculaire sur vos pieds et c'est quand même là où en fait tout se passe quand vous squattez. Donc en fait non, je ne peux pas entendre tout et n'importe quoi. Il y a une vérité qui a un certain spectre qui n'est pas absolu, mais il y a des choses qui sont juste à jeter à la poubelle en fait. Les points techniques les plus importants au squat à mes yeux. Et c'est parti. Bon, on est dans un tout autre endroit, c'est un studio de coaching dans le 9e dans lequel je coach de temps en temps. J'ai demandé au propriétaire si je pouvais tourner ça tranquillement dans son studio, il m'a dit oui très gentiment, donc déjà je le remercie. C'est un studio dans le 9e à côté du Sacré-Cœur, donc si jamais vous avez envie de vous faire coacher, que ce soit par moi ou les collègues du studio, n'hésitez pas. L'endroit est vraiment beau, il y a tout plein de matos, même moi qui utilise beaucoup d'équipements différents. Ici je manque de rien, je vous mettrai en description l'adresse, l'insta, le site. Revenons au sujet de la vidéo, les points clés. Au squat, on va commencer par vos pieds. Sur n'importe quel mouvement, toute notre force viendra de notre point de contact. Si on prend une traction, ce sera votre poigne. Si vous n'avez pas une poigne assez forte pour exprimer votre force, vous serez nul. Et voilà, votre seul point de contact, c'est vos pieds. Si vos pieds sont pas assez ancrés dans le sol, vous ne pourrez pas exprimer la totalité de votre force et vous serez nul. Il y aura 3 choses très importantes sur vos pieds. Ça va être assez compliqué, un peu long, mais au moins ce sera clair. Le premier point, ce sera de bien répartir la charge sur vos pieds. On veut avoir ce qu'on appelle un tripode, avoir votre poids sur la boule du gros orteil, du petit orteil et sur votre talon. C'est vos 3 points d'ancrage sur le sol. Si vous avez ces 3 points d'ancrage, vous pousserez de manière uniforme sur vos pieds et à ce moment-là, on sera bon. C'est le point le plus facile à comprendre, mais qui est à additionner avec les 2 autres qui vont venir. Sur un squat, on veut faire ce qu'on appelle un torque. C'est en gros le fait de visser, entre guillemets, ses pieds dans le sol en faisant une rotation externe de la hanche. Ce mouvement aura beaucoup d'intérêt. Premièrement, il fera en sorte que votre chaîne postérieure s'active beaucoup plus. Quand on sait que la chaîne postérieure, c'est à la fois la chaîne la plus forte de votre corps et en plus celle qui va vous protéger, notamment de vos lombaires, quand elle est bien engagée, ça va éviter un dernier point, c'est que vos genoux rentrent vers l'intérieur quand vous squattez. Le fait que vos genoux rentrent, c'est pas si grave, tant que c'est léger. Il n'y a aucun palier qui définit un squat avec les genoux qui rentrent trop et les genoux qui rentrent pas assez. Mais là où c'est sûr que le palier est dépassé, c'est quand vos pieds s'affaissent. Vous pouvez avoir les genoux qui rentrent et un pied bien stable. Dès que votre pied s'affaisse, c'est là que tout part en couille parce que du coup, vous n'avez plus votre tripode, vous poussez plus de manière uniforme sur vos jambes, vous perdez du contrôle sur votre squat. Il y a beaucoup de gens qui sont très stricts sur ça, qui dès que des genoux rentrent, pètent leur crâne. Je pars du principe que tant que c'est fait rarement, c'est pas très grave. Ce phénomène de genoux qui rentrent, il apparaîtra forcément sur des charges très lourdes. On est sur un effort maximal, il y a des défauts techniques qui apparaissent, c'est inévitable. Et même si nos genoux rentrent parce qu'on a une grosse charge sur le dos à soulever, si on fait bien notre squat, on a quand même cette intention de compenser ces genoux qui rentrent en vissant nos pieds dans le sol et donc en voyant nos genoux vers l'extérieur. Et ça, c'est moins un problème que juste avoir des genoux qui rentrent et s'en battre les couilles. Et là où ce torque va être très compliqué, c'est qu'il faut le maintenir sur tout le mouvement. Et c'est très dur de comprendre à comment maintenir ce torque tout le long de votre descente. Et pour ça, on a un dernier point important au niveau de vos pieds, c'est de crocheter le sol. Et pour ça, il va falloir vous pencher légèrement en avant. Vous pourrez faire le test chez vous. Je suis très droit, je suis dans une position de repos. Si je m'avance un peu vers l'avant, pour ne pas tomber, mes pieds, ils sont obligés de crocheter le sol. Et là, on est dans une position de force où notre pied est actif. Et là, on travaille sur un truc qui nous intéresse. Parce que le squat, c'est d'abord avoir un pied actif. Si votre pied n'est pas actif, comment vous voulez transmettre la force du sol sur votre squat? Ou alors, vous squattez sur les talons et à ce moment-là, certes, vous pouvez squatter. Mais bon, squatter sur les talons, ça marche. Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire? Non. Et est-ce que vous avez des risques de vous blesser?
bien sûr. Ce crochetage au niveau des pieds, il faudra trouver un équilibre sur combien de degrés vous vous penchez vers l'avant. Une des erreurs que moi j'ai fait, vouloir en fait trop crocheter le sol. Je me suis dit que plus je sentais un travail sur mon pied, mieux c'était. Mais en fait, pas forcément. Je squattais vraiment hyper penché et j'avais tendance à du coup à avoir trop de poids sur l'avant de mon pied. J'en perdais du coup le tripode dont je vous ai parlé au début. Le but c'est vraiment d'avoir un léger, très léger basculement vers l'avant pour venir gripper le sol tout en gardant les tripodes au niveau des pieds et le torque qui est l'action de visser ses pieds dans le sol. Et d'ailleurs du coup sur le torque, ce sera bien d'avoir des chaussures qui agrippent le sol ou en tout cas d'avoir un sol qui agrippe, sinon ça va être compliqué et vous allez glisser dans le sol. Et c'est là une nuance qu'il faut avoir. Si votre pied tourne dans le vide, en fait l'énergie, la contraction, elle se perd dans le mouvement. Si vous maintenez ce mouvement de visser les pieds dans le sol, de contracter votre chaîne postérieure et qu'il n'y a pas de mouvement, là, au lieu de perdre de l'énergie, on crée une tension. Et c'est ça qui nous intéresse. Si vous voulez une bonne comparaison entre le torque et la poigne, essayez de faire un max traction avec une barre pleine main et essayez de faire un max traction avec une barre sur les doigts. Vous verrez que votre poigne elle a un énorme impact sur votre capacité à exprimer votre force. Et bah là, ce sera pareil avec le torque et les 3 points qu'on a vus au niveau de vos pieds. Tout ça, c'est des points techniques, mais c'est hyper important. C'est les points les plus importants au squat. Vous pouvez pas avoir un squat efficace si vous n'avez pas un bon ancrage au sol. C'est votre seul point de contact, vos pieds. Si ce point de contact n'est pas efficace, bah vous ne serez pas efficace. Ça demandera beaucoup de travail de votre côté pour être à l'aise sur ces techniques. N'hésitez pas à faire du squat tempo ou du squat posé ou les deux en même temps. Ça vous aidera à avoir plus de temps de tension pour mieux comprendre cette mécanique de visser au niveau de vos pieds. Un pied pas actif au squat, c'est un pied en mauvaise santé qui est sûrement plat. Les pieds plats, c'est avant tout un pied qui est pas actif et qui a pas assez de tonus musculaire. C'est source de blessures et aussi de baisse de performance. On va passer sur les points un peu plus faciles à comprendre. Un bon squat à mes yeux, c'est un squat avec les pieds plus large que le bassin. Ce qu'on veut sur un squat, c'est avoir le squat le plus vertical possible. Comment vous voulez que votre bassin passe entre vos jambes le plus verticalement possible si vous n'avez pas les pieds plus larges que le bassin? Il faudra qu'il passe par haute part que par la verticalité. Donc, l'horizontalité. Vous allez devoir envoyer vos hanches en arrière dans un premier temps pour faire passer votre bassin entre vos jambes. Ça engendrera un buste moins droit et une sollicitation au niveau des lombaires plus importante. Pour la même charge, on aimerait bien mettre moins de stress sur nos lombaires si on peut. On aimerait bien être plus efficace. Donc bien sûr, vous pouvez squatter avec les jambes très serrées. Ce sera juste pas efficace pour ce qu'on veut. Je dis pas que c'est une mauvaise manière de squatter, je dis juste que pour notre contexte, c'est pas une bonne manière de squatter. Et en vrai, il y a très peu de moments, à part peut-être dans des sports spécifiques, où squatter pieds serrés, ce sera intéressant. On ajoute à ça que pieds serrés, vous aurez moins d'engagement au niveau de vos fessiers. Votre torque, donc je rappelle cette action de visser vos pieds au sol, elle est plus compliquée à faire quand on a les pieds serrés que quand on a les pieds un peu plus larges. Pieds plus larges que les bassins, s'il vous plaît. En tout cas, si vous faites du squat, pour de la force et pour de la PPG. Puis j'ai envie de dire, tous les meilleurs haltérophiles du monde squattent avec les pieds plus larges que le bassin. Oui, c'est pas un argument de dire lui fait ça donc c'est bon, mais quand c'est tous les haltérophiles qui sont les meilleurs squatteurs de la terre, au bout d'un moment c'est quand même une bonne preuve que c'est efficace pour le squat. Avant-dernier point, c'est bientôt fini, on va parler de bracing. C'est un principe qui dit qu'en amenant de l'air dans notre buste et qu'on le garde et qu'on le comprime, on sera plus gainé. Une image que j'aime bien, c'est comme prendre une bouteille d'eau, on ouvre le bouchon et on vient presser la bouteille. On peut la broyer comme on veut. Maintenant on vient souffler dedans, la remplir d'air, fermer le bouchon, et bah on peut pas la broyer. L'air à l'intérieur rend le récipient plus compact. C'est exactement pareil avec nous. Le but du bracing, c'est donc d'amener de l'air dans notre buste pour être plus compact et pas se faire écraser et ne pas s'affaisser sous la barre. On a pas mal d'erreurs qui sont faites sur le bracing, notamment sur le fait d'amener de l'air dans notre cage thoracique. Quand on ramène de l'air dans notre cage thoracique, on a tendance, et je pense que c'est même inévitable, d'ouvrir notre cage thoracique et de gonfler nos poumons. Ce qui fait que notre volume augmente, ce qui n'a pas trop d'intérêt. Parce que ce qu'on veut, c'est être dense. Et donc pour être dense, il faut ramener du volume en ayant le moins d'espace possible. Si on augmente le volume autant qu'on augmente l'espace, on arrive à la même chose qu'au début, quoi. Donc pour ça, on a le bracing intra-abdominal. C'est ce qu'on veut sur tous les mouvements. C'est le fait d'emmener de l'air dans ses abdos ou en tout cas son ventre. Remplissez complètement votre ventre en 360 degrés pour avoir un buste qui est gainé, un buste qui est compact et qui ne s'affaisse pas sous la barre et qui pourra soulever des tonnes et des tonnes. Et on va finir avec un dernier point qui rejoint un peu cette notion de gainage, c'est le butt wink. C'est ce moment en bas du squat où votre bassin tourne. Tout vient de vos omoplates et je pense, c'est un peu une théorie personnelle, de votre ouverture thoracique. Si vos fixateurs d'omoplates et vos érecteurs du rachis sont engagés, vous ne pourrez pas avoir de butt wink. Et c'est très simple à comprendre avec un seul exercice, c'est celui du dos rond, dos creux. Vous ne pouvez pas avoir une antéversion de votre bassin, en gros l'inverse de cambré, quand vous êtes en dos creux parce que vos omoplates sont engagées ou vos érecteurs du rachis sont engagés, vous avez une ouverture thoracique, vous ne pouvez pas avoir un butt wink sur le dos creux. Pareil, vous ne pouvez pas avoir une rétroversion, donc cambré quand vous avez un dos rond. C'est pas possible. Donc pour ça, retenez cette consigne, tirez la barre contre vous. Vous allez engager vos dorsaux, ça aura aussi un intérêt. Si la barre est contre vous et que c'est vous qui la plaquez et pas elle qui se plaque contre vous, vous la contrôlerez et c'est pas elle qui vous contrôlera. Vous subirez pas sa trajectoire. Elle ne glissera pas, elle ne partira pas un peu à droite ou un peu à gauche. Elle restera là où vous l'avez foutue. Vous aurez déjà un engagement sur vos omoplates, mais venez les serrer en arrière pour activer vos fixateurs et ayez un minimum d'ouverture thoracique pour vraiment avoir des érecteurs du rachis efficaces et que vous ayez zéro butt wink en bas de votre
mouvement. Avec tout ça, vous aurez un bon squat. Ça fait beaucoup de consignes. Priorisez vos pieds et ensuite voyez le reste. Si les 3 points que je vous ai donnés sur vos pieds ne sont pas respectés et ne sont pas faits à la perfection, continuez de travailler ça en priorité. C'est la première source de blessure au squat, bien sûr en oubliant tous les problèmes d'ego lifting, etc. Ayez un squat propre qui va vous servir en fait sur le long terme, qui va vous donner un squat qui est durable et qui est bon pour vous. Allez, on retourne là où on était tout à l'heure. Et on revient ici pour vous refaire les éloges du squat et comment c'est trop bien. Le squat, en plus d'être incroyablement pertinent sur beaucoup d'aspects à lui tout seul, il peut en plus avoir beaucoup d'intérêt sur des circuits. Je vais vous donner des exemples de circuits que j'ai pu faire pour ma prépa Hyrox et même pour celle que je fais actuellement. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est un exemple de compromise run. C'est une séance jambes concrètement, donc avec du squat ou des fentes assez lourdes, bref, pour développer ma force max et créer de la fatigue. Et le dernier bloc, c'est du goblet squat enchaîné avec de la course à pied. Le but, c'est évidemment de créer un peu un facteur de congestion de la fatigue au niveau des jambes qui sont déjà fatiguées par toute la séance que j'ai pu faire. Et c'est là le but parce qu'en vrai, à mon niveau de force, même 15-20 gobelets squat à 24 kg, c'est pas suffisant pour me faire assez de fatigue pour me faire ce qu'on appelle un compromise run. Ajouté à toute la séance que j'avais avant, là ça devient intéressant. J'avais un circuit de 6 rounds, 15 gobelets squat, 500 mètres à une allure que je pouvais pas tenir en Hyrox, hein, c'était quand même assez élevé. 30 secondes de récup en course chill et je repartais. Ça fait vraiment un circuit où vous êtes carbonisé au niveau des jambes, au niveau du cardio et c'est franchement très compliqué. Je me souviens que j'avais très mal programmé ma séance au début parce qu'en fait j'avais sous-estimé cet entraînement qui est en fait un calvaire. C'est vraiment une séance qui m'a fait du bien, qui m'a appris à courir dans le dur. Un autre circuit que j'avais, un enchaînement avec du back squat en volume, enchaîné avec du sled push lourd. Le but c'était de faire 20 mètres le plus vite possible. Le but c'est d'avoir une intention et une vitesse sur le sled push qui est maximale. Tout ça enchaîné avec un gros repos parce que ce qu'on veut c'est vraiment un effort maximal. En fait on donne de l'intention, de la vitesse. On a forcément besoin de beaucoup de repos. Je pense que c'est plus intéressant de faire ce format avec du squat plus lourd mais avec moins de répétitions. Le but c'est vraiment d'aller chercher de l'intensité, autant créer une fatigue plus nerveuse sur le squat plutôt que structurelle, musculaire. Enfin bref, ça je dois encore le tester, mais en tout cas retenez que ce circuit il peut être très intéressant pour votre sled push. Une fois que vous serez à l'aise sur les 20 mètres, vous pourrez commencer à baisser la récupération pour pouvoir l'enchaîner de plus en plus vite et pour pouvoir enlever peut-être ce facteur de congestion qui peut vous freiner, ce facteur cardio qui peut vous freiner. Pourquoi pas arriver à 2 minutes de repos voire moins et pouvoir enchaîner vos 20 mètres qui seront la preuve de votre progression sur votre circuit et donc de votre sled push. Un autre circuit que j'ai pas testé mais qui m'est venu à l'esprit là à l'instant, du front squat à la barre dans l'idée si on peut, sinon au kettlebell et dans le pire des cas aux haltères pour avoir un gros travail sur votre ouverture thoracique et le maintien de votre buste enchaîné avec des wall balls. Ça vous entraînera à garder une bonne posture sur vos wall balls, faut vraiment avoir une intention de garder une ouverture thoracique forte, garder un buste droit, ne pas s'effondrer en fait simplement sur votre squat ou sur vos wall balls. C'est vraiment plus un travail au niveau de votre posture, de votre efficience, votre technique, bien que ça risque sûrement de vous détruire un peu les jambes et les épaules, mais bon, c'est l'Hyrox et les wall balls, hein, ça c'est un peu inévitable. Je le répéterai jamais assez, j'ai l'impression, mais au wall ball, le facteur gainage et d'ouverture thoracique n'est pas assez pris en compte, c'est ultra important. Je vais l'expliquer dans cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la regarder en entier, soit vous pouvez juste aller regarder l'extrait des wall balls. Il y a les petits timecodes, donc c'est pratique. Je sais, je fais bien mon travail. Ça peut être un circuit ultra intéressant, surtout si vous êtes nul sur les wall balls, que ce soit techniquement ou même structurellement, parce que ça vous fera beaucoup de volume. Ça fait jamais de mal. Et le circuit, ce sera bien de le faire en EMOM. Donc en gros, vous partez chaque minute sur une série d'exercices en alternant front squat puis wall ball. Voilà, enfin bref, les circuits, vous pouvez en faire une ribambelle avec du squat, ça c'est libre à votre imagination. On a une boîte à outils, on prend les outils qui nous arrangent par rapport à nos besoins. Comme un mec qui fait une maison, il va pas prendre une scie pour enfoncer un clou, il va prendre un marteau, et bah là c'est pareil. Et bah je crois que c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui me tient à cœur. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis dans un bon mood. J'ai l'impression d'avoir trouvé un peu ce qui me plaît sur YouTube, faire un peu des tutos, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas de partager des connaissances. Voilà, je pense que c'est plus le terme qu'il me faudrait. J'ai atteint un niveau de connaissance qui, je trouve, permet une certaine légitimité pour vous les partager et affirmer que c'est une entre guillemets vérité. Et j'aime quand même apporter un peu de nuance dans mes propos. Et surtout, je reste ouvert à l'option que je peux me tromper, sauf sur certains trucs, par exemple squatter sur les talons. Je veux laisser quand même une espèce de nuance. C'est pour ça, notamment sur les points techniques, sur les squats, je vous incite à tester de votre côté, voir si vous, ça vous parle. Parce qu'en fait, peut-être que 2 coachs différents diront la même chose, mais pas de la même manière, et que vous comprenez peut-être pas comment je le dis, mais que vous comprendrez comment l'autre le dit. Je suis vraiment content. J'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose et ça me plaît en vrai. Donc voilà, si du coaching en ligne, ça vous intéresse, vous pouvez me DM. Je fais pas que de l'Hyrox, mais il y a certains trucs où je suis pas assez compétent. Par exemple, du bodybuilding là, j'ai pas du tout les compétences. En tout cas, voilà, si vous avez envie d'avoir un coach que je vous parais compétent et que vous aimez bien ma personne, n'hésitez pas à me DM. Dites-moi vos objectifs, on pourra en parler sans aucun
Problème, tant qu'à faire, je fais ma pub. Je fais aussi du coaching en présentiel dans la région parisienne. Donc voilà, pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ce que je vous propose, likez, abonnez-vous. C'est ce qui m'aide le plus pour potentiellement faire de cette activité mon métier. Mettez un commentaire, mettez un truc qui vous apportera quelque chose, posez une question sur un truc que vous n'avez pas compris, comme ça moi je vous réponds. Dites un truc sur la vidéo que vous n'avez pas kiffé, je le règle pour la prochaine et c'est mieux pour vous. Enfin voilà, et si vous n'avez pas d'idée, mettez juste cool la vidéo. Ah, vous savez quoi, si vous n'avez pas grand chose à mettre mais que vous voulez juste me soutenir, mettez squat sous la vidéo. Bref, je parle beaucoup, l'outro est un peu longue, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Bon là je dis bonne soirée parce qu'il est 22h30 à l'heure où je tourne ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui devrait sortir dans 2 semaines si j'arrive à maintenir le rythme comme convenu. Allez, c'est parti!